et les remercier et saluer leur dynamisme et surtout leur constance dans le travail. Et la deuxième chose que je souhaiterais également, c'est vous transmettre les salutations du docteur Hatri, qui aurait dû être là pour faire cette présentation, mais qui malheureusement, pour des raisons familiales, n'a pas pu se présenter. Donc au pied levé, je vais vous faire sa présentation. Mais il a tenu quand même à ce que, c'est une présentation bien entendu sur les anticoagulants, et quel œil on a sur eux en 2016. Et avant de commencer, il a tenu à ce que je vous passe 2 diapos. La première, c'est celle-là, pour vous dire qu'en fait, quand ça caillote, quand ça bouchonne, eh bien, déboucher, c'est bien, mais c'est pas souvent facile. Parce que le traitement anticoagulant n'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est son premier message. Et son deuxième message, c'est celui-là. C'est qu'à travers les anticoagulants, on va parler de certaines études. Les études, lorsqu'elles sont bien encadrées, c'est comme une belle autoroute. On prend un rythme de croisière, on peut même se croiser les bras et on avance. Par contre, dans la vie réelle, eh bien voilà, c'est ça. Et la vie réelle, c'est notre vécu de tous les jours. À partir de ces 2 messages, nous allons donc entamer la présentation et dire quel anticoagulant choisir en 2016 et quel bon choix on doit faire face à notre patient. Eh bien, un peu d'histoire. Pour les anticoagulants oraux, on avait jusqu'à 2008 une seule classe pharmacologique. C'est la classe des AVK qui a commencé son histoire en 1950. Et en Algérie, on est encore moins riche que dans les autres pays puisque nous disposons que d'un seul AVK qui est l'acénocomarol, le Syntron, et un seul dosage, le 4 mg. Et puis en 80 sont venus les HBPM qui ne sont pas des anticoagulants oraux. Et en 2008, le boom avec les anticoagulants oraux directs. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, etc. Et en Algérie, nous avons le Rivaroxaban à 10 mg qui est dans la prophylaxie en chirurgie orthopédique. Pour le reste, c'est sur des commandes spéciales. Eh bien, si on reprend les données de l'Agence nationale de la sécurité des médicaments en France, comment ont évolué les ventes des AVK et des AOD. Et on voit ici, jusqu'en 2008, les AVK avaient le vent en poupe. Et puis en 2008, les AOD sont apparus. Et regardez le fléchissement des AVK. Et sincèrement, c'est réellement une image en miroir des 2 familles de médicaments, d'anticoagulants oraux. 40 à 50% des nouveaux anticoagulés, c'est-à-dire des malades, le sont avec un AOD actuellement, 20% en Suède. Alors, on se pose la question du pourquoi de cette envolée. Eh bien, c'est sur cette plaque, vous voyez, les AVK ont une latence de 3 à 5 jours, alors que pour les AOD, l'action orale est plus rapide, un délai d'action de 1 à 3 heures et une demi-vie beaucoup plus courte. La marge thérapeutique pour les AVK est étroite, elle est large pour les AOD. Il y a des interactions avec les protéines sanguines pour les AVK, pour les AOD, elle existe, mais elle est beaucoup plus faible que pour les AVK. Et puis, pour les AVK, il y a des contrôles sanguins réguliers. Pour les AOD, il y a une posologie standardisée, ce qui fait que ça ne nécessite pas de contrôle de laboratoire. Et tous ces arguments plaident pour une simplicité dans la prescription de l'AOD et pour la simplicité du suivi de l'AOD. Ça, c'est les caractéristiques pharmacocinétiques. Alors, qu'est-ce qui a changé? Il y a de nombreuses contraintes des AVK vont disparaître avec les AOD. Mais ces AOD vont ouvrir la porte à de nouveaux défis. Qu'en sera-t-il de l'observance et des effets secondaires au long cours? Puisqu'on n'a aucun argument pour les surveiller et pour savoir est-ce que le malade est observant. Qu'en sera-t-il des modalités de surveillance
surtout, là je mets entre parenthèses le rein, et il y a des articles qui sont en train de tomber et qui disent qu'avec les AOD, il y a des insuffisances rénales aiguës. Qu'en serait-il de la meilleure balance bénéfice-risque? C'est vrai que le risque hémorragique est moindre, mais le profil est différent selon la classe d'AOD. C'est un outil thérapeutique qui est utile pour les traitements au long cours, parce que ça ne va pas nécessiter de surveillance. Et puis, l'abaissement du seuil des risques de récidive, au-delà duquel un traitement au long cours se justifie, ça, on n'a pas encore de réponse. Si on voit les AMM des AOD, elles ont évolué depuis 2008. En effet, aussi bien le dabigatran en 2008 que le rivaroxaban en 2009, que l'apixaban en 2012, voilà 3 molécules qui ont eu l'AMM pour la prévention des événements thromboemboliques veineux chez les patients en milieu chirurgical orthopédique. Donc tout a commencé par l'orthopédie, comme pour tous les anticoagulants d'ailleurs. Et puis, en 2012, il y a eu d'autres AMM pour ces 3 molécules, 2012-2013. Et c'est la prévention des AVC et des embolies systémiques chez les patients adultes avec fibrillation auriculaire non valvulaire et qui ont au moins un facteur de risque. Et puis, à partir de 2013, il y a le traitement et la prévention des thromboses veineuses profondes et de l'embolie pulmonaire. Pour le rivaroxaban, le dabigatran vient d'avoir aussi son AMM récemment, en 2015. Tous ces AMM vont-elles changer notre pratique? La question se pose. Nous allons voir. Si on prend l'autoroute du Dr Hatri et des études qui sont faites, eh bien on voit qu'en termes d'efficacité, les AVK ne sont pas inférieurs aux AOD. Et regardez-le bien. Et tout à l'heure, M. Bezah vous disait que quand on parle de hasard ratio, on prend 1 et on fait moins. Donc regardez ici, le hasard ratio du dabigatran est de 1. Du rivaroxaban, il se rapproche de 1. Tous se rapprochent de 1. En d'autres termes, pour ces 4 essais qui ont utilisé 4 molécules d'anticoagulants oral directs, lorsqu'elles ont été comparées en termes d'efficacité aux AVK, elles n'ont pas fait mieux que les AVK. Mais elles ont été comparées à la warfarine, pas au Syntron. En termes de sécurité, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les AOD donnent plus d'hémorragie digestive et de ménorragie. Et si on se penche sur cette méta-analyse qui a pris 3 essais randomisés contrôlés, incluant plus de 44 000 patients, et dans lesquels l'AOD a été comparée à la warfarine, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que les AOD sont très bien en ce qui concerne les hémorragies cérébrales. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup moins saigner dans le cerveau que les AVK. Mais ils font saigner dans le tube digestif. Donc chacun a son tendon d'Achille. Mais qu'est-ce qui est plus grave? Saigner dans le tube digestif ou dans le cerveau? Mais il faut connaître ces particularités pour pouvoir ensuite peser l'indication en fonction du patient. Maintenant, dans la vie réelle. Dans la vie réelle, en France, les études sont faites à travers les données des caisses nationales d'assurance. Et vous voyez, dans ces 2 études, les conclusions sont qu'il n'y a pas d'augmentation du risque d'événements hémorragiques sévères avec les AOD comparés aux AVK. Donc les AOD ils font pas saigner plus que les AVK. Le passage de l'AVK à l'AOD n'augmente pas le risque hémorragique sévère. Donc, sur le terrain hémorragique, ils ne sont pas inquiétants, on peut les donner, puisqu'ils ne font pas saigner plus que l'AVK et on a l'habitude de gérer l'AVK. Maintenant, il n'y a pas d'augmentation du risque d'AVC ischémique, d'embolie systémique ou d'infarctus du myocarde avec les AOD comparés aux AVK. Donc, en les donnant, finalement, en termes d'efficacité, ils ne font pas moins que l'AVK, mais ils ne font pas plus non plus que l'AVK. Alors, toutes ces données vont-elles changer notre pratique?
quel anticoagulant va-t-on prescrire? AOD ou AVK? On voit que les AOD ne font pas mieux que les AVK. On vient de le dire. À ce moment-là, tous les patients qui sont déjà sous AVK et chez qui l'anticoagulation est stable et facile à gérer, qu'est-ce qu'on fait? On les maintient. Et s'il y a une mauvaise observance aux AVK, et souvent on l'observe cette mauvaise observance, proposer un AOD serait une alternative, mais on sait que sa demi-vie est courte, et elle est encore plus courte que celle du Syntron. Donc ça suppose que s'il y a une omission régulière de l'AOD, ça va encore augmenter le risque thrombotique. Donc si il n'y a pas d'observance avec l'AVK, ce n'est pas l'AOD qui va régler le problème. D'où, avant de dire que l'AVK est mauvais et qu'on va le mettre à la poubelle, il faut se dire, éduquons notre patient. Si on ne fait pas d'éducation, quel que soit le médicament, il ne sera jamais bon. Finalement, l'AVK va garder sa place dans cette situation où il n'y a pas d'observance. Mais à nous de jouer notre rôle et d'éduquer le patient dans ce sens-là. Maintenant, voyons le versant hémorragique. Ça, c'est un message important. Si on compare aux AVK, les AOD, ils conservent un risque hémorragique et le sous-estimer serait une erreur. Donc, ne dites pas l'AOD est moins nocif que l'AVK. Alors, voyons les principaux facteurs qui majorent ce risque hémorragique. En premier lieu, c'est l'atteinte même modérée de la fonction rénale qui sera responsable de surdosage. Donc il faut adapter les doses en fonction de l'atteinte rénale. Mais les études qui disent qu'il faut adapter les doses en cas d'insuffisance rénale chronique n'ont pas inclus les malades qui avaient une insuffisance rénale chronique sévère, en d'autres termes, avec une clearance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Et quelle conclusion on peut apporter à ça? Eh bien, c'est que chez les patients qui sont en IRC sévère, c'est l'AVK, ce n'est pas l'AOD. Deuxième facteur qui peut majorer l'hémorragie, c'est les interactions médicamenteuses. Et celles-là, elles sont fonction de l'AOD. C'est toutes les interactions, celles qui nous intéressent, c'est celles qui vont augmenter le principe actif et qui vont donc générer un sur-risque d'hémorragie. Et ces molécules, c'est des molécules cardiologiques qu'on a l'habitude d'utiliser, comme l'amiodarone, le verapamil. C'est les antibiotiques, comme les macrolides. C'est les antifungiques. Et vous voyez, dans cette revue de médecine suisse de 2014, les interactions ont été établies en tableau. Et vous avez à gauche les interactions du dabigatran et à droite rivaroxaban, apixaban. Et ce qu'on remarque, c'est que la flèche qui monte, c'est l'augmentation du principe actif. Regardez, le kétonazole qu'on utilise augmente de 160% l'action du rivaroxaban. Regardez ici, il augmente de 150% l'action du côte. Donc, il y a des précautions à prendre, il y a des contre-indications à connaître. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la molécule, il faut aller consulter le Vidal et voir si on peut donner et jusqu'à quel point on n'est pas nocif vis-à-vis du patient. L'autre facteur de risque qui majore l'hémorragie, c'est l'âge élevé. Et vous savez, l'âge élevé, c'est bien, je dis 75 ans, alors que maintenant on dit que c'est 65 ans, puisqu'on met tout le monde à la retraite à 65 ans. Bon, mais c'est 75 ans, hein, l'âge. Eh bien, un sujet âgé, il a un risque thrombotique élevé, on le sait. Mais il a aussi un risque hémorragique élevé. Et si nous prenons le score ASBLED, qui a été établi dans une population de fibrillation auriculaire, on voit que parmi les critères de ce score qui évalue le risque hémorragique, un âge supérieur à 65 ans, c'est déjà un point.
Donc vous voyez, l'âge élevé, c'est vrai que c'est un risque thrombotique élevé, mais c'est également un risque hémorragique élevé, surtout s'il y a une insuffisance rénale chronique associée, et c'est fréquent, et s'il est polymédiqué, et c'est fréquent également. Les autres facteurs de risque, c'est des antécédents d'accidents hémorragiques ou d'AVC, c'est un faible poids corporel, c'est certaines comorbidités, comme les comorbidités hépatiques, digestives, neuropsychiatriques. On a vu que les AOD diminuaient le taux d'hémorragie intracrânienne, mais qu'elles augmentaient le taux des hémorragies d'origine digestive. À partir de là, il y a une conclusion qu'on doit tirer, c'est que les AVK restent le premier choix en cas d'antécédents de complications hémorragiques digestives, de maladies qui augmentent le risque de complications hémorragiques, comme les maladies ulcéreuses, les angiodysplasies, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les diverticuloses. Donc voilà des situations pathologiques pour lesquelles il faut faire très attention si vous voulez prescrire un AOD, parce que le risque va être augmenté. Chez les patients qui sont porteurs de prothèses mécaniques cardiaques, eh bien, il y a eu une étude qui a été réalisée avec le dabigatran et qui a été interrompue prématurément. Pour une raison simple, c'est que les investigateurs de cette étude ont constaté une augmentation des événements thromboemboliques veineuses, à savoir les AVC et des thromboses sur valve, et également une augmentation des hémorragies. Donc, avec le dabigatran chez ces patients-là, il y avait les deux risques. Le risque thrombotique a augmenté et le risque hémorragique a augmenté également. C'est ce qui a fait prendre la décision d'arrêter cette étude et de dire que les AOD sont contre-indiqués chez les patients porteurs de prothèses mécaniques cardiaques. Et bien entendu, donc ces patients doivent être maintenus sous AVK. Qu'en est-il des AOD chez les patients porteurs d'un cancer? Est-ce que les AOD sont une alternative pour le traitement de la thrombose chez les patients atteints de cancer? Eh bien, leur élimination hépatique et rénale, leur interaction avec les médicaments qui sont souvent utilisés chez les patients cancéreux, font que si on doit les prescrire, il faut les prescrire au cas par cas. Mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'études pour les asseoir dans cette indication. Donc restons classiques, un patient cancéreux qui fait une thrombose, c'est de l'HBPM jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas l'AVK, c'est l'HBPM. Finalement, si on doit se résumer, les AOD ne sont pas évalués dans l'insuffisance rénale sévère, ils ne sont pas évalués dans les cancers, ils ne sont pas évalués dans le syndrome des antiphospholipides, ils ne sont pas évalués dans les thrombophilies, dans la grossesse et dans la thrombose veineuse superficielle. Donc, pour toutes ces situations, on va donner un AVK. Ils sont contre-indiqués dans les prothèses valvulaires. Et si le patient préfère l'AVK à l'AOD, il faut lui donner un AVK. Il faut voir la préférence du patient. Bon, moi, je vous donne juste un petit cas anecdotique d'un malade qui a été mis sous Syntron parce qu'il avait une thrombose. Dès l'arrêt du Syntron, il a récidivé. Donc, normalement, on doit reprendre le Syntron. On lui a posé la question de savoir est-ce qu'on vous remet sous Syntron ou sous un AOD. Il a dit, je préfère l'AOD même si je dois le payer de ma poche. Il a payé de sa poche, il a eu son traitement et il n'a pas fait de récidive. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être au cas par cas pour ces patients-là. Ça c'est une liste de situations où l'AVK a sa place. Mais en dehors de cette liste, il y a toute la pathologie thromboembolique veineuse dans son versant préventif et curatif où les AOD ont leur place. Alors juste un petit clin d'œil. Ça, c'est pour vous dire que le traitement par AVK doit passer obligatoirement par un relais HBPM. Donc, on commence à J0
par une HBPM et un AVK. Et le docteur Hatri insiste pour la compression classe 3 parce qu'il adore la contention. Il a raison, ça fait partie du traitement de la thrombose. Et bien entendu, un bilan pré-thérapeutique, taux de plaquettes, fonction rénale, c'est impératif. À J3, on fait l'INR et on la refait 3 jours après. On confirme. Si elle est entre 2 et 3, on est dans la zone thérapeutique. On peut arrêter l'HBPM et continuer l'AVK. Juste pour vous donner un petit aperçu des recommandations 2011 de l'AFSAPS concernant le contrôle des plaquettes lorsqu'on prescrit un AVK. Jusque-là, quelle que soit la situation, on fait les plaquettes avant la mise en route du traitement ou dans les 24 heures qui suivent le traitement. On peut se permettre 24 heures, entamer le traitement et faire 24 heures après les plaquettes. Et puis un suivi qu'on doit faire de façon régulière, 2 fois par semaine pendant le premier mois, c'est ce qu'on fait, puis 1 fois par semaine pendant tous les mois. L'AFSAPS en 2011 a partagé les patients en 2 catégories. La catégorie qui doit absolument répondre à ce schéma de surveillance des plaquettes, c'est dans le contexte chirurgical ou traumatique. En dehors de ces 2 contextes-là, quand on est dans un contexte médical, ce n'est pas nécessaire de faire les plaquettes régulièrement, sauf s'il y a des antécédents de thrombopénie induite par l'héparine. À ce moment-là, on doit le faire. Pour les AOD, eh bien regardez les AOD. Les AOD, c'est très facile. On les institue à J0, on fait la compression classe 3 et on donne un livret où il y a toutes les informations concernant la molécule et son suivi au patient. Et on lui explique, il faut faire ça, c'est très important. Et sachez qu'à ce jour, et pourtant c'est depuis 2008 que les AOD sont apparus, à ce jour, ce qu'on appelle un plan de gestion des risques est encore en activité en France concernant cette famille. C'est-à-dire dès qu'il y a un cas qui apparaît, il est signalé et analysé. Et les dernières analyses sont en faveur des AOD. Et voilà, c'est tout ce qu'on fait. Phase de traitement, phase 1, on les institue et on surveille. Une seule dose et on surveille. Mais ça suppose quoi ça? Ça suppose que dans la prescription et le suivi, c'est très simple et que ça va augmenter la compliance du patient. Mais bien sûr, tout ça doit être sous-tendu par une information du patient et l'éducation. La durée du traitement, c'est juste un petit rappel pour vous dire que lorsque vous avez des thromboses veineuses proximales avec facteur de risque, c'est 3 mois. Lorsqu'il n'y a pas de facteur de risque, c'est-à-dire lorsqu'elles sont idiopathiques, c'est 6 mois ou même plus, lorsque ça persiste. Lorsque c'est une thrombose veineuse distale avec facteur de risque, c'est 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi, c'est la moitié. Lorsque c'est distal sans facteur de risque idiopathique, c'est 3 mois. Donc vous voyez, 3 mois, 6 mois, 1 mois et demi, 3 mois. C'est facile. Lorsqu'il y a une TVP sur cancer, pas de relais AVK, 3 à 6 mois d'HBPM. S'il y a un deuxième épisode de thrombose veineuse proximale ou une embolie pulmonaire, c'est-à-dire s'il y a une récidive, c'est une anticoagulation au long cours. Alors maintenant, il y a le cas de figure des patients, et ça a été dit tout à l'heure avec le syndrome coronarien aigu, des patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires. Eh bien, pour ces patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires, lorsqu'ils sont en prévention primaire, avec antiagrégants plaquettaires, ou lorsqu'ils ont une AOMI ou un antécédent d'AVC, ou lorsqu'ils ont de l'aspirine avec du clopidogrel pour une situation qui n'est pas aiguë, qui est chronique depuis plus de 12 mois et qui est stable, si on doit instituer un anticoagulant, on arrête l'antiagrégant. Mais dès qu'on est dans une situation aiguë, de syndrome coronarien aigu, et que le malade est déjà sous antiagrégant plaquettaire avec clopidogrel,
et on a un problème et on doit mettre un AVK, on le met et on n'arrête pas. Ni l'aspirine, ni le clopidogrel. OK? Parce que on est en situation aiguë. Finalement, ces AOD qui sont simples à prescrire, qui sont simples à suivre, parce qu'ils n'ont pas de test, ont quand même un inconvénient. Cette absence de test, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'on ne sait pas où on en est dans l'anticoagulation ni dans l'observance. Alors, il n'y a pas d'antidote, mais il y a un antidote qui apparaît. Et cet antidote, c'est l'andexanète qui a été utilisé dans une étude, mais qui n'est pas encore validé. Et c'est simple, lorsqu'il est donné, dans les minutes qui suivent son administration, vous savez, l'anticoagulant oral direct, c'est un anti-10A ou un anti-2A, facteur 10A ou facteur 2A. Eh bien, lui, il inhibe cette action anti. Donc, il remet l'activité du 10A ou du 2A en fonction. Et ça, dans les minutes qui suivent son administration, en attendant qu'il soit commercialisé. Et le dernier point concernant ces anticoagulants, eh bien, c'est que les AOD sont nettement plus chers que les AVK, dans un rapport de 1 sur 10. Alors, si nous prenons les recommandations 2014 de l'HAS, qu'est-ce qu'elles disent? Que la prescription des AOD ne doit pas être privilégiée par rapport à celle des AVK. Aucun moyen de mesurer en pratique le degré d'anticoagulation, brièveté de leur demi-vie, donc grande sensibilité en cas d'oubli d'une prise, c'est ce qu'on a dit, aucun antidote disponible en cas de surdosage pour le moment, c'est-à-dire disponible à portée de main. Le deuxième point, c'est qu'il n'existe aucun argument scientifique pour remplacer un traitement AVK efficace et bien toléré par un autre anticoagulant oral. On l'a dit. Le troisième point, c'est que le choix d'un traitement par AOD se ferait au cas par cas selon l'âge, le poids, la fonction rénale, l'observance et le souhait du patient. Vous voyez, quelle que soit la pathologie, quel que soit le médicament auquel on fait appel, diabète, hypertension, thrombose, c'est centralisé sur le patient. Le patient doit participer à sa prise en charge. Finalement, les AOD sont efficaces, mais pas plus que les AVK. Ils font saigner comme les AVK. Ils interfèrent avec des médicaments, moins que les AVK, mais ils ont des interférences qu'il faut connaître. Ils sont contre-indiqués dans l'anticoagulation des prothèses valvulaires, dans l'IRC sévère et quand il y a des antécédents de coronaropathie. Les indications sont prudentes chez le sujet âgé et le patient atteint de cancer. L'utilisation des AVK est assez bien codifiée. Les praticiens ont l'habitude de les utiliser et les contrôles sanguins sont assez fiables, c'est vrai? Est-ce que vous avez des problèmes avec les AVK? Hein? Le seul souci, c'est que avec le Syntron qui a une demi-vie courte, si on doit aller pour essayer de voir le TTR c'est le temps où il est dans la fourchette thérapeutique, c'est Time Therapeutic Range. Eh bien, on se rend compte qu'ils ne sont pas souvent dans la fourchette thérapeutique. Quand on fait l'INR un temps donné, on le trouve, mais il fluctue. Donc l'anticoagulation n'est pas énorme. Ceux qui sont vraiment dans la fourchette, par exemple, on voit, c'est les Suédois, les Finlandais, ils sont à 70%. Tandis que nous, on n'a pas encore fait d'études. Les Marocains, on en a discuté, ils sont à 30%. Ils ont fait une étude. Nous, on doit aussi approcher les 30% parce que je ne pense pas qu'on fasse mieux. À partir de là, les AOD représentent une avancée pratique. C'est indéniable. Mais les AVK restent la référence. Leur disparition est à prévoir. Mais pas de sitôt. Mais est-ce vraiment pas de sitôt? Et ça, c'est un clin d'œil du docteur Hatri. Ben, je crois qu'il a raison. Hein. Ils sont en train d'arriver et d'écraser sur leur chemin notre pauvre Syntron. Merci. Ah, d'accord.